L'Assemblée nationale au Sénégal a suspendu la séance plénière qui devait avoir lieu mercredi sur la proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux après la saisine du Conseil constitutionnel par l'exécutif. Cette situation ouvre, selon plusieurs observateurs, un nouveau chapitre dans les tensions institutionnelles entre les deux pouvoirs. Firmin, la décision donc de l'exécutif sénégalais de saisir le Conseil constitutionnel est-elle une obstruction politique ou un usage légitime des voies de droit? Non, moi je pense que c'est légitime. C'est légitime. Quand on parle des comptes spéciaux, je pense que ce sont des comptes en réalité pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire courant l'année, l'exécutif a besoin de moyens pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, peut-être en pleine catastrophe, peut-être il y a un problème sécuritaire dont l'exécutif a besoin de moyens. Et l'exécutif fait appel à l'Assemblée nationale afin de pouvoir passer au vote. Mais ce qui se passe actuellement, je pense au-delà de la loi de finances, au-delà de la loi de finances qui a précédé. Oui. Maintenant, ça, on appelle ça fonds spéciaux, en fait. C'est une situation exceptionnelle. Fonds et crédits spéciaux, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Fonds et crédits spéciaux, c'est la même chose, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est par rapport à la tension politique entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. S'il y avait peut-être un certain amour entre la majorité qui est au Parlement et le président de la République, je pense qu'on n'assisterait pas à cette situation. Donc ça, c'est légitime pour vous, légitime des voies de droit. Oui. L'exécutif qui saisit le Conseil constitutionnel. Bien évidemment. Louis. Non, mais c'est tellement légitime et légal de la part des Sénégalais. Ce n'est pas une obstruction politique pour vous? Mais c'est en même temps politique, parce qu'il y a un duel qui s'installe au sommet de l'État. On l'a dit qu'il y a toujours ce duel-là qui va s'installer pendant toute une durée entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, les deux amis d'hier aujourd'hui qui sont devenus en réalité des ennemis entre guillemets en politique. Adversaires. Donc je crois que c'est de ça qu'il est question. Chacun de son côté va essayer de tirer le drap. Aujourd'hui, on l'a évoqué au début de cette crise-là, que c'est souvent le Parlement qui aura le dernier mot, parce que dans un pays à caractère démocratique, le Parlement, l'Assemblée nationale est une institution clé. Et parfois, parce que pour que le président passe à l'acte, il a besoin forcément de l'avis ou bien de l'aval de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est, en dehors de ce que nous disions, c'est également une bataille politique. Chacun essaie justement de prouver aujourd'hui de quoi il est capable. Et donc, comme moi je l'ai toujours dit... Selon les tests. Oui, selon les tests. De quoi il est capable selon... Justement, c'est-à-dire que c'est une démarche en réalité qui est légale, légitime, mais en même temps qui a une portée politique. Et donc, la portée politique, ça ressort ou bien a pour origine les dissensions ou bien les différends qui existent actuellement entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui sont respectivement président de l'Assemblée nationale et le président de la République. C'est une épée à double tranchant pour vous également, Renaud? Que l'exécutif ait eu à saisir le Conseil constitutionnel. Ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait que l'exécutif ait saisi le Conseil, c'est la réaction du Parlement. C'est-à-dire la réaction du Parlement sous le contrôle de Sonko, c'est qu'ils ont reculé. Parce que il y a déjà un précédent, on se rappelle encore il y a quelques semaines, quand le Conseil avait plutôt penché du côté de Faye, encore une fois, dans le cadre de la révision constitutionnelle, qui devait concrètement mettre le président dans une cage. Et donner assez de pouvoir en verrouillant fortement et en limitant sa capacité à un parti politique, etc., etc. Donc là, c'est quand même un signal que peut-être l'Assemblée n'aura pas autant de marge de manœuvre qu'elle l'espérait. Cette fois-ci, peut-être pour la durée. Parce que si on a un Conseil constitutionnel qui, in fine, penche plutôt du côté du président, c'est-à-dire que, voilà, on va dire que c'est une institution souveraine et tout, mais si de manière concrète, dans la pratique, le Conseil constitutionnel tendrait plutôt à pencher du côté du président, ou peut-être que les réformes engagées par le Parlement ne seraient peut-être pas aussi légales, en tout cas en termes de procédure, aussi clean que ça, ben là, on aurait quand même un Ousmane Sonko plus limité institutionnellement,
avec des marges de manœuvre plus limitées qu'on se l'imaginerait il y a encore quelques mois, quoi, voyez. Et surtout, par rapport à des sujets aussi importants que les questions des fonds spéciaux, parce que ce n'est pas juste... c'est quand même une structure qui permet à la fois d'alimenter la primature, la présidence même. On imagine bien des opérations, on va dire, de secours, mais également quelque chose comme du renseignement. Mais aussi, il faut le rappeler que c'est, selon certains, c'est aussi sur le mécanisme des fonds spéciaux là qu'on a fini par avoir une dette aussi énorme que la fameuse dette cachée du Sénégal qui est pratiquement à 7 milliards de dollars, et qui pèse aujourd'hui gravement sur la trésorerie du pays et qui a fait amener sa dette à plus de 120% du PIB. Donc, on est dans un contexte qui, certes, est strictement, plutôt politique, de tension entre la présidence et l'Assemblée, mais derrière aussi les enjeux, de manière opérationnelle, c'est sur la question de comment un pays finit par avoir une dette de plusieurs milliards de dollars sans qu'on soit au courant, quoi. Alors, Firmin, en suspendant la séance pour, je cite, élégance républicaine, fin de citation, est-ce que l'Assemblée nationale a désamorcé une crise ou est-ce qu'elle a cédé à l'exécutif, comme le dit Renaud? Non, peut-être à cédé à l'exécutif, mais je voudrais dire quelque chose. J'ai l'impression que les Sénégalais confondent le débat démocratique au développement. J'ai l'impression qu'ils ont ce problème. C'est un problème fondamental parce que ça ne permet pas de se développer. Je me dis que ce sont véritablement de la pratique française. Vous savez, en France, les députés Marine Le Pen, Mélenchon peuvent tout faire pour déstabiliser un gouvernement. Parce qu'il y a peut-être une petite virgule quelque part, donc eux, ils déstabilisent. Ils ne veulent pas de ce premier, ils ne veulent pas. Ils ne voudront pas. Or, les Américains sont beaucoup plus pragmatiques, tout comme les Britanniques. Eux, ce n'est pas histoire d'élégance, tout ça, mais c'est ce qui est vital pour le pays, pour les anglo-saxons. Mais les Français, eux, ils peuvent, au nom du débat démocratique, déstabiliser tout un pays, bloquer tout un pays, comme ils ont fait ça pendant 10 ans. Aujourd'hui, on parle des Sénégalais. On parle des Sénégalais. Donc, vous savez, le Sénégal, c'est la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc, ils sont tellement français, en fait. Vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, c'est tellement français. Et je vois ça dans leurs habitudes. Tout ceci, là, c'est du cinéma, en fait. Ça n'apporte rien, en fait. Ils aiment le débat, mais ça n'apporte absolument rien. Ce qu'ils sont en train de dire là, quand on parle de fonds spéciaux, tout ça, quand on parle de renseignement, quand on parle de crise, il y a des fonds que l'État a besoin de ces fonds, mais ne déclare jamais. Vous n'aurez aucune transparence par rapport à ce fonds, parce qu'on a pris ça. Ça existe partout. Il y a les fonds de l'Élysée, il y a les fonds de la Maison-Blanche. C'est-à-dire le Sénat ou le Congrès vote, mais le Congrès ne pourrait avoir aucune traçabilité par rapport à l'exécution ou à l'utilisation de ces fonds. Parce que ça fait partie peut-être de secret défense, ça fait partie de ce qui est beaucoup plus vital pour le pays. Bon, peut-être le commerce des montagnes n'a pas droit à ces informations-là. Je pense que c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on gouverne le pays. C'est pour cela qu'on parle de pouvoir. Mais le problème, c'est que Ousmane Sonko, comme il n'a jamais géré le pouvoir d'État, donc il croit qu'on peut se permettre tout, on peut se permettre de chercher à avoir la transparence dans tout. Ce qu'il est en train de chercher là, peut-être il n'aura pas toute la transparence à 100%, il ne l'aura jamais. Parce que c'est celui qui décide, qui a toutes les informations. Il y a des informations que vous ne vous rendrez jamais publiques. Et c'est ce qu'il veut, il veut la traçabilité, il veut voir tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils sont capables de bloquer un pays. Ça, c'est comment je dénonce, ou je regrette chez nos frères sénégalais. Depuis là, ils ont été élus en 2024. Ça fait 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la vie des Sénégalais? Moi, je lisais une interview de Ousmane Sonko. L'autre fois, il disait que bon, ce mandat-là devait être consacré à l'assainissement des finances publiques. Mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que notre grand-papa, qui est au nord du Sénégal ou au sud du Sénégal, a à voir avec l'assainissement? Lui veut peut-être qu'on subventionne les produits de première nécessité, il veut le lait, le gari, le sucre, ainsi de suite. Ça peut passer par l'assainissement, Firmin. Oui, ça peut passer par l'assainissement. Il dit non, c'est juste assainissement des finances. Lutte contre la corruption. Oui, bien sûr, lutte contre la corruption. Mais il faut respecter un certain nombre d'exigences. Donc on va dire oui, lutte contre la corruption pour ce mandat-là, 5 ans. Vous avez été élu pendant 5 ans pour changer le quotidien des Sénégalais. Et après, maintenant, au lieu de dire que bon, ce mandat a été consacré, ou il veut que ce mandat soit consacré aux disputes démocratiques, moi je le comprendrais. Disputes démocratiques, vous allez très loin, Firmin. Lui, aucune disposition textuelle ne confère donc expressément un tel effet suspensif. Mais est-ce que le flou juridique sur cet effet d'un recours gouvernemental met en péril l'équilibre des institutions sénégalaises?
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équilibre. Plutôt, c'est un jeu démocratique que je joue parce que je l'ai dit. Quand vous voyez en fait l'élément justificatif ou bien en fait l'argument avancé par le gouvernement, en fait le gouvernement ne rejette pas en fait un tel projet de loi. Le gouvernement veut qu'il y a un partage de compétences en fait dans l'application de loi. Le gouvernement Ousmane ou bien Bachir Diomaye Faye veut que les principes en fait que l'Assemblée nationale fixe les grands principes du régime du contrôle et que les modalités de pratique soient déterminées par le gouvernement. Il y a un partage de pouvoir. De responsabilité. Voilà, c'est de ça qu'il est passé parce qu'on a l'impression que cette loi elle est assez personnelle, c'est-à-dire que cette loi est en train de viser une seule personne. Quand vous voyez que la montée... Et cette personne serait qui? On a dit, Renaud disait tout à l'heure que ces crédits spéciaux-là, tels que cela se figure en fait dans la monture, ils visent, ou bien la loi vise en réalité l'Assemblée nationale elle-même, la primature et le gouvernement. Et donc, ce que veut aujourd'hui l'Assemblée nationale, c'est d'avoir un contrôle assez fort sur ces fonds-là. Le gouvernement ne le rejette pas, mais il veut que ce contrôle-là soit fait à deux. Il ne faut pas qu'on donne la responsabilité à l'Assemblée tout seul. Ça risquerait justement d'aller vers un jeu de déséquilibre, comme vous le dites tout à l'heure. Donc il faut que tous les regards de toutes les institutions se retrouvent dedans. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et donc, quand vous voyez, je crois que des deux côtés, ce sera pas mal difficile de dire aujourd'hui qui fait de la surenchère et qui ne le fait pas. Parce que vous voyez un nouvel exécutif sénégalais qui s'est construit autour d'une promesse de la reddition des comptes, de la rupture et de la traçabilité des fonds. Et ça, c'est un programme à deux qui a été porté par Ousmane Sonko et Bachir Diomaye Faye. Et donc, quelque part, on peut dire que Ousmane Sonko est aujourd'hui en train de respecter sa promesse de campagne. Parce qu'on ne peut pas prôner une bonne pratique démocratique ou bien une bonne gouvernance, justement, en occultant des pratiques du genre, en occultant la reddition des comptes, en ne pas vouloir avoir une bonne traçabilité, en ne pas vouloir accorder du crédit à ce qu'on peut appeler les redditions des comptes. Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko, aux yeux de ceux qui sont hostiles à la démagogie, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, lui, il est en train de respecter sa promesse de campagne, contrairement à Ousmane Bachir Diomaye Faye, qui s'inscrit toujours dans le registre de l'ancien système. Donc de la continuité. La continuité. Donc je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est difficile, comme je l'ai dit, de dire qui a raison, qui ne l'est pas. Parce que je le dis, parce que quelque part, le pouvoir, c'est réalité. C'est en cela que je reviens à Demi Mofimet. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'opposition, il est facile de tenir un certain nombre de discours, mais quand vous êtes devant le fait accompli, vous allez vous rendre que tout n'est pas réalisable, que quelque part, il y a de l'utopie. Et des concessions Il y a des concessions, justement, il y a des concessions à faire. Et donc, je crois que c'est en cela que je trouve aujourd'hui du bémol ou bien bénéfice du doute dans la réaction du président sénégalais. Mais fort heureusement que nous avons là-bas le Conseil des sages, le Conseil constitutionnel qui intervient toujours en amique de façon impartiale. Il ne prend pas souvent position de façon aléatoire, mais en tenant compte des dispositions légales en vigueur. Le Conseil constitutionnel dit le droit. Voilà, donc c'est en cela que ça devient intéressant. Donc je ne pense pas que du jour au lendemain, ce Conseil constitutionnel va se lever pour dire que ok, le test peut passer parce que c'est Ousmane Sonko qui l'a décidé. Le test ne passe pas parce que la tête a été saisie par les voilà. Donc le droit sera dit. Essayons justement de suivre ce scénario-là pour voir là où ça pourrait nous amener. Alors, Renaud, est-ce que l'encadrement des fonds de souveraineté et des crédits spéciaux répond donc à une exigence démocratique incompressible? Incompressible, ça dépend, parce que ça dépend de l'esprit du pays, de l'esprit de l'État et de ce qu'on estime être du domaine, on va dire, du secret d'État ou non. Et aussi de manière opérationnelle de comment ces fonds se seront déployés. Il est certain qu'il y a toujours un certain niveau d'opacité
au niveau de l'État. Il y a des choses qu'on ne révélera jamais sur la place publique, jamais. C'est pas possible. S'il y a des opérations clandestines pour sécuriser telle ou telle chose, pour limiter. Et il y a aussi des opérations spéciales, ça veut dire que ce n'est pas prévu. S'il y a une catastrophe naturelle tout de suite, par exemple, il n'y a pas forcément le budget pour. Il y a des allocations qui sont prévues, mais parfois c'est bien plus que ce qui était imaginé. Donc il faut débloquer des fonds immédiatement. Et parfois même, ce n'est que 2, 3, 4 ans après qu'on finit par faire les comptes, même à rembourser. Et puis dans le langage courant, est-ce qu'on appelle souvent les caisses noires? Oui, c'est ça. La caisse noire, l'argent vient bien de quelque part. Ouais. Et on ne peut pas révéler ces choses-là. Quand le chef d'État voyage, par exemple, les cadeaux qu'il fait à tel ou tel ambassadeur, ce genre de choses, les opérations parfois qu'on fait pour consolider la position du pays dans telle ou telle institution. Il y a tout un tas d'opérations financières et politiques qu'on fait qui ne peuvent pas être révélées au grand jour. Donc il y a une ligne prévue? Oui, il y a une ligne prévue et c'est un iceberg. Il y a la ligne prévue et puis il y a encore une ligne sous le niveau de la mer qui n'est pas visible. Par exemple, je ne pense pas que le budget de l'Agence de renseignement national soit officiel ou autre. Ce n'est pas ça le budget réel. C'est 2, 3, 4, 5 fois plus que ça. Parce que si vous commettez l'erreur de mettre exactement ce que vous dépensez en dépenses, en défense, en sécurité, en renseignement sur la place publique, vos ennemis vont voir ça. Et ils vont s'organiser en conséquence. Surtout même que quand on voit même les mécanismes pour financer ces organisations et ces opérations, c'est pas juste, on ne va pas comme ça, je sais pas, au fisc pour dire donnez-moi 200 millions pour exfiltrer tel ou tel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un niveau de transparence qu'on n'atteindra jamais. C'est en ce sens que c'est très naïf quand on n'est pas dans l'exécutif de croire qu'on va atteindre ça. Et c'est pour ça que souvent on dit que on ne prend pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui vous prend. Quand vous y allez, il y a des choses que vous réalisez que vous ne pouvez pas les révéler. Mais une fois qu'on a dit ça, où est la limite entre effectivement la raison d'État, la vraie raison d'État, et la caisse noire qu'on confond avec une caisse personnelle, les largesses et les villas pour les maîtresses, etc. Ce genre de choses, vous voyez. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je parle en général. Donc c'est aussi ça le problème de l'opacité. Parfois, il y a tellement d'opacité que les gens se croient tout permis, font tout et n'importe quoi. Donc, trouver l'équilibre. Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Voilà, il n'y a pas de compte à rendre. Ou alors, on rend compte à une seule personne. Et quand on rend compte à cette personne, quand la personne est satisfaite, peut-être sur les grands objectifs, et ne regarde pas forcément les détails. Entre les lignes, combien a été dépensé ou pas. Ou bien, quand on dit, bon, à quoi c'est mis ça, tu dis, ah, c'était pour l'opération. Ah, ok. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que parfois, il est intéressant que des inspecteurs de finances, des juristes ou des députés qui sont un peu populo se penchent sur le dossier et en parlent. Et ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas seulement au Sénégal, c'est un peu partout. Alors Renaud, est-ce qu'il faut restreindre les crédits spéciaux à la stricte sécurité, à la défense, ou est-ce qu'il faut aussi inclure des dépenses à caractère social? Les dépenses à caractère social, il y a même ce que les Sénégalais appellent les fonds politiques. Et d'ailleurs, même que paradoxalement, M. Sonko a été l'un des grands bénéficiaires de ça, notamment quand il était Premier ministre. Il y a une dimension de la chose qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que lui aussi, quand même, il a bénéficié d'une partie de ces fonds-là. On se rend compte que il n'a pas caché, mais en tout cas, c'est bien plus que ce qu'il déclarait quand il était encore un moment. Mais c'est dans le cadre légal, c'est dans le cadre de la loi. Il a eu ça de manière parfaitement légale en tant que Premier ministre. Il y avait des fonds disponibles. Donc, où est la limite? C'était difficile à dire. Mais c'est clair que le problème du social, par exemple, d'ailleurs, on le voit dans nos pays, c'est que quand une ONG vient faire un truc, ou même le gouvernement fait un truc, souvent le discours c'est le président vous offre tel. Le président vous donne tel. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas le président en réalité. Et le président n'a pas sorti ça de son salaire. C'est plus souvent. C'est rare qu'un président prenne l'argent de son salaire de président pour aller faire des forages ou des hôpitaux. Encore, il gagne combien? Oui, voilà, il ne gagne même pas assez officiellement pour faire ce genre d'opération. Ce qui fait que, surtout en Afrique encore, c'est particulier, il y a une zone très floue entre l'action sociale souveraine dans le cadre opérationnel de la présidence, de la primature ou même de l'Assemblée, parce que ça existe, il y a les lignes RSE, et l'action politique. Les fonds alloués par l'État. Oui, c'est ça, par l'État de manière régalienne, de manière régulière pour aider les nécessiteux, les pauvres, et financer la culture, un peu ce genre de choses. Ça existe.
Mais dans la manière dont on déploie ça sur le terrain, ça ressemble parfois beaucoup à des opérations politiques. C'est pour ça que souvent, en politique, on se rend compte que les partis au pouvoir ont beaucoup plus de ressources, comme par miracle, que les partis d'opposition. D'où vient l'argent? Bon, on ne sait pas, c'est les militants qui cotisent sûrement. Vous voyez? Donc il y a toujours cette zone floue-là qui fait que parfois c'est difficile de séparer l'action politicienne on va dire, de l'action institutionnelle régalienne, quoi. Alors, Firmin, et vous, est-ce qu'il faut restreindre ces crédits spéciaux à la sécurité, à la défense, ou est-ce qu'il faut aussi inclure les dépenses sociales? Non, je pense qu'il faille aujourd'hui inclure les dépenses sociales, parce que le social est un élément déterminant aussi pour la sécurité. Ouais, parce que peut-être il y a des manifestations sur le plan social, donc il faut aller calmer les gens la nuit. C'est comme Mimic, tu vois. Pourquoi la nuit? Oui, c'est-à-dire. Pendant qu'ils dorment? Oui, pendant qu'il faut les calmer pour leur dire non, attendez, vous savez, prenez ça, taisez-vous. Ça, c'est le pouvoir. J'ai l'habitude de dire aussi, bon, ça c'est au nom du centre de recherche et jeux politiques que je suis en train de parler. J'ai l'habitude de dire aux gens que quand on parle de pouvoir, on ne parle pas de démocratie. En matière de pouvoir, de gestion de pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Le pouvoir ne s'entend pas avec la démocratie. Quand vous devenez chef d'État, vous n'êtes plus démocrate dans la gestion de votre pouvoir. Parce qu'il y a des choses que vous allez revoir, tout ça. Je vous ai dit ça ici une fois, François Hollande qui dit dans son livre « Le leçon du pouvoir », il dit le jour où il arrive au palais de l'Élysée, il dit, bon, il y a des gens qui sont venus dans ce palais pour lui dire « Monsieur, voilà les questions auxquelles vous avez droit ici. Moi, cette question, celle-là, vous n'avez pas le droit de poser cette question-là. Ne posez jamais cette question. » Et puis c'est tout. Les gens sont au palais de l'Élysée, mais c'est lui le président de la République qui vient d'être élu, qui a prêté serment, tout ça, et ça causait partie. C'est lui le nouveau patron de la République. Mais on lui dit, mais il y a des gens, des individus qui sont venus lui dire « Monsieur, c'est comme ça, vous devez gérer le pays. » Vous imaginez, ces gens-là sont plus forts que lui. Après, les gens sont partis. Il a écrit ça dans son livre. Et il y a toujours souci entre la démocratie et le pouvoir. C'est Mimi Touré qui disait que lorsqu'elle était aux affaires, lorsqu'il y avait des soucis sur le plan sécuritaire, il y avait des manifestations peut-être au niveau de la Casamance, bon, lorsqu'il faut, il y avait de l'argent. Lorsqu'il faut sortir cet argent, vous sortez cet argent pour donner à Issa ou Y. Est-ce que vous avez besoin de reçus? Vous ne leur demandez pas de vous fournir de reçus. Ça, c'est comme ça. Ce que Ousmane Sonko et ses amis sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce que les députés français ont toujours fait avec Mitterrand, Jacques Sarkozy, qui a voulu changer ça un peu. Mais ça, ils appellent ça les fonds de l'Élysée. Ils ont demandé une certaine transparence par rapport au fonds de l'Élysée. Les députés ont cherché jusqu'à fatiguer, mais n'ont jamais eu de transparence par rapport au fonds de l'Élysée. Parce qu'en réalité, on ne donne aucune transparence, on n'affiche aucune transparence par rapport à l'utilisation de ces fonds-là. Pour conclure à ce niveau, vous savez pourquoi Kennedy a été tué? Kennedy a été tué avec ces genres de choses-là. Kennedy, vous savez ce qu'il a amené au pouvoir, c'est la mafia et la CIA. C'est la mafia qui finançait la CIA dans les années 60. Je pense que ça continue comme ça. Il y avait toute une certaine opacité entre la CIA et la mafia. Donc la mafia dit, bon, la CIA va aider Kennedy à arriver au pouvoir. Donc on a aidé Kennedy avec beaucoup d'argent, parce que son papa aussi faisait partie de cette mafia-là. Donc il est devenu président. Et maintenant il devient président, il veut décapiter la CIA, il veut décapiter la mafia, et puis on l'a tué. Parce qu'il veut avoir plus de transparence. Et il a oublié qu'il était président des États-Unis, que ce n'est pas la démocratie qui est là au niveau de la Maison-Blanche. Donc vous savez, c'est comme ça le monde fonctionne. Et j'ai l'habitude de dire ça aux gens. Donc je pense qu'Ousmane Sonko, il a raison, hein, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il est opposant. Il n'est pas encore président de la République ou chef de l'État. Donc c'est pour ça qu'il titille régulièrement son ami d'hier, Bassirou Diomaye Faye. Mais il va toujours avoir des soucis parce que Bassirou Diomaye Faye, c'est lui le président de la République, c'est lui le chef de l'État. Il sait comment les choses fonctionnent. Quel que soit ce qu'ils disent, ils ne changeront pratiquement rien par rapport à la gestion de ces fonds-là. Ils n'auront pas de transparence exigée par rapport à l'utilisation de ces fonds-là. Ça n'existera pas, ça n'arrivera pas. Louis, quelles seront les répercussions politiques si le Conseil constitutionnel donne raison à l'exécutif? Eh bien, Sonko va peut-être mobiliser les Sénégalais contre aussi bien le Conseil constitutionnel et l'exécutif. Parce que, vous savez, en fait, ce que demande Sonko aujourd'hui n'est pas illégitime ou bien n'est pas illégal, en fait. Parce que les tests, la législation, en fait, le doit. Parce que, on vous dit, Renaud définissait tout à l'heure les crédits spéciaux comme étant des crédits budgétaires qui permettent en fait à l'État de faire face à certaines dépenses dans des situations particulières. Et donc, il ressort d'une sensibilité assez importante parce que ces crédits-là touchent à la gestion de la chose publique et touchent à la question du contrôle parlementaire. Ça veut dire que la loi donne droit aux députés, ou bien au Parlement, ou bien à l'Assemblée nationale de contrôler ces crédits spéciaux. Ça veut dire que ce ne sont pas des crédits qui sont incontrôlables, comme on l'aurait pensé. C'est des choses qu'on peut contrôler pour faire la différence entre ce qui vient de l'État et ce qui vient
du président ou bien de l'exécutif en soi. Quelqu'un parlait tout à l'heure des dons qu'on attribue souvent aux chefs de l'État quand ils sont au pouvoir, des cadeaux qu'on offre. Alors qu'il n'y a rien à voir. Justement, parce que le président, ce que je sache, quand vous êtes président, vous n'êtes plus chef d'une entreprise, vous n'êtes pas investisseur, vous n'êtes pas un commerçant. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de profession. Tout ce que vous dépensez, toutes vos dépenses là, proviennent de l'État. C'est l'État qui vous nourrit. Et donc, si on pense qu'on peut être président et faire des dons, ça veut dire... C'est du bénévolat, peut-être. C'est du bénévolat, c'est comme ça que vous le nommez dans des plaies. Donc, ça veut dire tout simplement que quelque part, il y a des fonds dont vous disposez, mais que vous ne voulez pas déclarer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est en cela que ce contrôle-là, ça va être indispensable pour arriver à faire la part des choses. Qu'est-ce qui appartient à l'État? Qu'est-ce qui appartient au président ou bien au numéro 1, au citoyen numéro 1? Et donc, quand vous voyez qu'au Sénégal, des affaires, des scandales de corruption sont éclatés ici et là, par là, je suis tombé récemment sur un document qui parle d'un détournement de plus de 2 milliards de francs CFA orchestrés ou bien par Aminata Traoré quand il était président du Conseil économique, social et environnemental. Donc c'est un dossier, on est en train de travailler là-dessus actuellement, le dossier sortira bientôt. Donc je pense que... Et vous en parlez déjà? Oui, j'en parle, j'ai juste pour donner l'ébauche en fait. C'est-à-dire qu'on reviendra là-dessus dans nos publications. Donc c'est un dossier aussi sensible aujourd'hui. Et donc le combat que Sonko est en train de mener, ce n'est pas un combat en réalité à connotation politique ou bien à visée purement politique. On n'est pas en train de viser en réalité qui que ce soit, mais on veut juste avoir une transparence dans la gestion des choses de l'État. Et pour y arriver, c'est simple, il faut qu'aujourd'hui, on arrive à respecter ce qu'on appelle la politique de la déclaration des biens et avoir des personnalités ou bien de ceux qui occupent une haute fonction de l'État. C'est de ça qu'il est question. Ça va permettre en fait aujourd'hui d'arriver à faire la part des choses. C'est pour ça que je dis que Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale sont aujourd'hui dans leurs droits. Et si, pas mégarde ou bien pas inadvertante, le Conseil constitutionnel ne dit pas le droit, ne leur donne pas raison, il a toutes les cartes blanches justement Louis, c'est pas parce qu'on doit leur donner raison que cela va signifier que le Conseil constitutionnel a dit le droit. L'essentiel, c'est que cette loi, l'essentiel, c'est que cette loi soit validée, c'est que cette loi soit adoptée pour qu'il y ait une transparence.